Alors, je m'appelle Henri Elias. Je suis né d'un père hongrois, d'une mère hongroise. Mes parents ont migré en Belgique dans les années 27-28, qui fuyaient déjà des lois numerus clausus pour accéder à certaines professions. Il se fait que mon père était donc hongrois, mais comme il est parti de la Transylvanie, qui était un territoire contesté de part et d'autre, il y a une forte minorité hongroise qui est restée donc, en Transylvanie et qui est toujours actuellement en Roumanie. Les Juifs, ils avaient promis de leur donner la nationalité roumaine, en fait, ne l'ont jamais eu. Ils faisaient un peu comme les Allemands, il fallait prouver que deux arrière-grands-parents étaient natifs de ces endroits. Et en fait, le nom de la localité où était né mon père s'appelait à l'époque de la Hongrie Nagy Bokor. Ils émigrent en Belgique. Mon père se spécialise dans la taille des diamants. Il était aussi sertisseur. Ma mère, née en la Hongrie actuelle, une ville un peu difficile à prononcer, Sátoraljaújhely, un lieu où il y avait beaucoup de juifs traditionalistes. D'ailleurs, si on regarde la photo de mon grand-père, lui est venu rejoindre mes parents qui étaient à Anvers. Donc mon père a trouvé un métier donc là-bas et ils ont eu mon frère en décembre 1935. Mais moi je suis né beaucoup plus tard, je suis né en juillet 41. Et donc à Anvers, au fur et à mesure des mesures anti-juives, la vie devenait de plus en plus difficile pour les Juifs. Ils avaient des contraintes, enfin c'est comme en France, hein. Ils avaient pris des mesures, ils ne pouvaient plus accéder à beaucoup de choses, ils avaient des horaires où ils ne pouvaient pas sortir, certains parcs étaient interdits. La collaboration des autorités de la police anversoise a été un peu comme en France, ils ont fait beaucoup de zèle et il y a eu vraiment un parti, le Front flamand, ce qu'ils appelaient là, le VNV. Et dans tout ce contexte, les mesures qu'ils avaient prises contre les Juifs étaient très très difficiles. En 1942, il y a eu les premières arrestations de Juifs à Anvers. Mon père a été arrêté, pas par l'autorité occupante, comme il était dit dans des papiers que j'ai reçus de Belgique, parce que j'ai fait mon enquête. Et grâce à ce livre de Lieven Sarens, j'ai découvert une mine d'informations. Mon père faisait partie du premier convoi qui est parti de Belgique, donc la rave des Juifs d'Anvers, et c'est le premier convoi qui a été déporté pour travailler à l'Atlantic Val. Et il s'est retrouvé dans les camps d'Anne et Condette. On n'en parle pas beaucoup de ces camps, mais c'était quelque chose d'horrible. J'ai un petit document là. Voilà, c'est une plaquette qui avait été éditée par une association juive de Boulogne-sur-Mer. Mon père a été arrêté donc le premier. Il est resté jusqu'en octobre 1942. De là, ils sont repassés par la Belgique avec un convoi qui a été attelé à un autre qui partait donc de Malines. C'était le Drancy belge. C'est là qu'ils concentraient tous les gens et qui les dispatchaient pour les envoyer en déportation dans les camps d'extermination. Il est resté de 42 à 45. Il a fait la marche de la mort. En janvier, il était encore à Auschwitz. Et il s'est retrouvé à Bergen-Belsen. Donc c'est là que je perds la trace de mon père et j'en ai déduit qu'il est mort du typhus. Quand le frère de ma mère m'a récupéré, en 55, ils sont tous morts. Et puis à l'époque, bon, ils sont morts. On ne faisait pas tellement
de recherche comme on a pu les faire par la suite, se replacer dans le contexte de l'époque. Mais moi, c'est après coup, je me suis dit, on recherche ses racines, on recherche son identité. Pour moi, c'était difficile parce que, comme j'avais été, on peut dire, kidnappé par des fanatiques catholiques, et qu'on m'avait caché toute la vérité sur mes origines. J'étais quelqu'un de paumé, on peut dire ça comme ça. J'ai été amené chez un couvent des sœurs à Malines, Mechelen. C'est un résistant juif qui s'appelait Flamme qui m'a amené là-bas, avec un autre résistant qui n'était pas juif, et qui avait laissé ma carte, comme on faisait à cette époque-là pour les enfants. Je vous ferai voir dans les documents que j'ai celui de mon frère. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté quant à mon nom, qui on verra par la suite au cours du procès, la procédure qui a eu lieu. Ça avait été contesté par les gens qui se disaient parrains ou marraines. La seule chose où j'ai commencé à avoir des souvenirs, c'est que on m'a transféré dans la province de Namur, à Jauche. Et puis après, j'étais malade. Je me suis retrouvé à Namur, dans un hôpital. Moi, d'après mes souvenirs, il me semble que c'était la rougeole. Mais c'était peut-être pour quelque chose de plus grave aussi. Hein. Et puis peut-être ça faisait partie aussi des endroits où on cachait quand même les gens. Et quand je suis à l'hôpital à Namur, j'ai une sœur qui me dit d'aller faire pipi. Et donc je vais, elle s'absente quelques minutes. Et j'étais sorti. Elle me dit, t'as été faire pipi? Je dis, oui, j'ai été. Elle dit, non, c'est pas vrai. Puis elle me prend de force, elle me met dans les toilettes. Et moi, j'ai résisté et j'ai perdu le bout de ma phalange du pouce. Et ça, je me souviens, parce que je hurlais comme c'était pas possible, ça me faisait mal. Je me suis retrouvé, ça je me rappelle, et j'ai gardé ça. L'Institut Sainte-Camille, ça s'appelait. Et après ça, je suis revenu de nouveau au couvent là, de Malines. Et de là, j'ai des souvenirs vagues. Mais je sais qu'à un moment donné, on m'a mis c'est comme un grenier. J'étais dans le noir. Et j'entendais des bruits de bombes, enfin des bruits. Ça, je me souviens. Et après, on m'a amené à Louvain, à Leuven. Louvain, donc, c'est un autre ordre religieux. Des sœurs avec des cornettes. Je crois que c'était les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Je me souviens que pour la libération, on nous avait pris, on a vu passer les tanks, on a vu l'armée. Je pense que c'était l'armée américaine parce qu'il y a des gens de couleur qui lançaient des bananes, des rations de biscuits. Je pense que c'était la libération de Bruxelles. C'était en septembre 1944. C'était impressionnant de voir ces chars. À notre échelle d'enfants, on prenait ça pour des monstres. Un enfant qui se retrouve, comme dans les circonstances où j'ai été, on est un peu perdu quand on a été enlevé. Il faut s'imaginer la peur de ma mère lorsque moi j'étais dans son ventre. Ça a dû être quelque chose d'horrible. Il y a des théories, maintenant elle va ce qu'elle va, mais qui disent que toute l'anxiété peut être transmise au fœtus. Et donc moi c'est vrai que j'étais quelqu'un de peureux. On m'amène à Louvain. Je vais parler de ma mère, qu'elle était née en 1908, là, 28 avril 1908. Et donc elle était hongroise. Et ils l'ont internée donc au fameux camp, là, le Drancy-Belge, la caserne d'Ossin, avec mon frère. Comme en témoignent les fiches des colis correspondances, cette fiche mentionne du 27 avril au 3 septembre 1943. Donc ma mère est restée
avril, mai, juin, juillet, août, septembre, presque 6 mois internée au camp de rassemblement. Alors pourquoi? Il y a une explication. Du fait qu'elle était d'origine hongroise, que la Hongrie était une puissance qui a collaboré avec l'Allemagne, elle a revendiqué sa nationalité hongroise dans le but de se sauver et de sauver mon frère. Alors j'ai toute une correspondance entre le consulat hongrois en Belgique, à Bruxelles, et qui lui disent vous devez prouver que votre mari n'a pas abandonné sa nationalité hongroise. Vous devez nous prouver. Au moins, elle pouvait prouver, elle qui était enfermée dans le camp. Ils n'ont rien voulu savoir parce que quoi? Les Allemands ont dit à leurs alliés, qui étaient c'est leurs alliés de l'époque, qu'il fallait les déchoir de leur nationalité. Moi, j'ai parlé flamand à peu près jusqu'à mes 5 ans. Les seules choses que j'ai encore gardées, c'était le Ave Maria que je connaissais en flamand. Helge Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, niet in uw natuur van zijn dood, amen. C'est incroyable. Un Ave Maria en flamand, que j'ai encore dans la tête jusqu'à présent. Cette personne qui se disait ma marraine, c'était mademoiselle Henrard, Fernande, qui est venue comme on se sert dans une grande surface. Les liens, bien sûr qu'elle avait eu des liens avec des gens qui ont sauvé des juifs. Cette madame Henrard, avec tout un autre réseau, travaillait déjà avant la guerre dans une association. Leur but, c'était uniquement de convertir des juifs. Travailler au salut, le terme c'était au salut des juifs. Et donc, bon, ben, c'est vrai que pendant la guerre, elle a fait partie de réseaux et de trucs comme ça. Mais jusque-là, on va pas chipoter, au contraire, c'était bien, on va dire. Mais où ça se gâte, c'est après. Donc elle est venue par ces réseaux dont elle faisait partie, elle est venue me prendre à Namur. Elle est venue, elle m'a pris. Et puis je faisais de courts séjours chez elle, de temps en temps, mais elle me baladait de pensionnat en pensionnat, sans arrêt. Elle m'a fait baptiser en 1946. Elle a établi un faux conseil de famille. Elle a soi-disant que j'étais un enfant abandonné. Ça, c'est le début de l'histoire mensongère qui a été faite. Ils m'ont baptisé sous le nom de Antoine, Benoît, enfin il y avait d'autres prénoms. Réuni un conseil de famille, un faux conseil de famille, on a donné une date bidon de ma naissance. Effacer même ma vraie identité alors qu'il la connaissait. Donc au cours de la procédure qui va durer des années, le fait que j'ai été sauvé, très bien, merci, reconnaissant. Mais où ça ne va plus, c'est à partir du moment où on invente une histoire, on est dans le mensonge continuel, en disant au cours de la procédure que moi j'étais bien à Malines chez les sœurs, ils ont été inventés une histoire jusqu'à dire que moi j'étais décédé dans le pensionnat des sœurs de Malines. Mais des histoires abracadabrantesques. Des faux témoignages de vicaires, de la directrice du couvent, en appuyant cette version, alors que c'était que des inventions, Et ça, c'est depuis que le frère de ma mère cherchait désespérément, quand il a été libéré du camp de Djelfa en Algérie, il a fini la guerre en travaillant pour les Américains et pour les Anglais. Et c'est comme ça que lui, il a épousé une juive qu'on disait pied noir, enfin une juive mais qui travaillait beaucoup pour le secours populaire, qui avait les mêmes convictions, qui avait des convictions plutôt de gauche, hein, qui travaillait pour le bien des gens qui étaient malheureux, quoi, c'est tout.
Donc la procédure a traîné, pour qu'on démarre vraiment le procès, qu'on ait quelque chose en main, du côté du frère de ma mère. Il y avait des amis qui avaient survécu à la guerre à Anvers. Des amis intimes de ma mère qui ont témoigné et dont une m'avait tracé jusqu'à l'époque où j'étais à Namur, où il m'est arrivé cet accident. Elle a témoigné, elle a dit, moi je sais que je l'ai vu, il avait la main bandée, et elle m'avait vu, et c'est elle qui a tout de suite, quand il a fait des recherches, a dit, il y a un des frères qui a été sauvé, il y a un des frères qui est vivant. Il y a un des frères, donc moi, que j'étais vivant. Mais la difficulté, c'est que comme ils avaient changé mon identité, et qu'ils me baladaient de pensionnat en pensionnat pour pas qu'on retrouve ma trace, pour démarrer vraiment l'enquête, c'est-à-dire pour savoir où j'étais, il a fallu attendre 1949. D'ailleurs, qui faisait des recherches depuis la fin de la guerre, le frère de ma mère. Mon oncle, Moses Hammerman, donc c'était son vrai nom. Quand il était officier dans l'armée espagnole, il s'appelait Moritz. Il dépose celle qui s'occupait de l'AIVG. L'AIVG, c'était l'association israélite des victimes de la guerre. Et c'était une avocate bruxelloise qui s'appelait Maître Orfinger. Maître Orfinger a été longtemps la présidente de la LICRA en Belgique. Et elle était avocate. On l'avait exclue du barreau en Belgique avec les mesures anti-juives et tout ça. Et son mari était un grand résistant. Il a été fusillé par les Allemands en Belgique. C'est elle qui s'est occupée de la défense des intérêts du frère de ma mère. En 1949 seulement, elle démarre vraiment l'enquête, disons du point de vue juridique. Et ils remontent la trace, et ils arrivent jusqu'à l'abbé André. Ça se resserrait, et lui, il a lâché le morceau. Il a dit, c'est Henri Elias, il a été pris par une certaine mademoiselle Henrard, qui habite Bruxelles. Et c'est là qu'on a pu refaire un conseil de famille, un vrai conseil de famille. On remonte la piste, l'abbé André qui lâche le morceau, on remonte en rare et on lui intime, le procureur, de donner des nouvelles de moi. C'est là qu'ils ont commencé à inventer toutes ces histoires. Effectivement, il y avait bien eu Henri Elias, mais il était mort, on l'avait enterré dans le jardin des sœurs. Et toutes les sœurs, jusqu'à l'archevêque de Belgique, là, de l'époque, qui couvrait tout ça. Et à la même époque, il y avait une affaire identique en France qui s'appelait les enfants Finali. Moïse Keller, qui a écrit un livre qui s'appelle l'affaire Finali telle que je l'ai vécue. Et donc l'affaire Finali se termine dans les années 53 et la mienne est médiatisée à partir de cette année-là aussi. Parce que le Pie XII avait fini par lâcher l'affaire, parce que les ordres venaient depuis là-bas. Ça avait fait un tel scandale en France avec les enfants Finali. En gros, c'est deux enfants juifs qui avaient été recueillis par une grenobloise, mademoiselle Brun, c'était aussi une mademoiselle, qui dirigeait une crèche. Donc au départ, effectivement, les parents avaient confié les deux enfants, parce qu'ils vivaient dans la clandestinité, ils étaient médecins, et qui avaient dit, s'il nous arrive malheur, et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a convertis, mais sans changer leur nom. Mais quand les parents sont morts en déportation, il y avait des frères, des sœurs qui avaient survécu, et qui ont réclamé aussi les enfants. Et ça a fait une monstre histoire en France, c'était un scandale. Et donc elle était couverte par les hautes autorités religieuses, couverte par certaines autorités civiles aussi, parce qu'il faut bien se dire qu'à l'époque, l'Église avait un pouvoir extraordinaire. En Europe, l'Église était toute puissante. Moi, je vais vous dire une chose, moi j'étais quelqu'un de paumé. J'étais perdu, je ne sais pas, je ne comprenais pas pourquoi on me déplaçait.
Si, on me disait la raison, pourquoi on te déplaçait d'un endroit à l'autre, c'est parce que tu étais insupportable. On me disait, t'es insupportable, t'es renvoyé. De Louvain, après, ils m'ont envoyé à Corroy-le-Château. Mais j'ai vécu des choses terribles. On mangeait très peu. Les toilettes, vous savez comment ça se passait? On devait défaire notre chemise, on dégrafait la chemise, on la descendait comme ça, et on la devait attacher à la taille. Parce que la nudité, on faisait un péché mortel si on se découvrait entre nous, si on voyait le postérieur ou autre chose. Et c'était le samedi, on rentrait tous dans la même eau. Il y avait je me rappelle, c'était une salle, il y avait 2 baignoires. Et on rentrait tous les deux, on rentrait tous dans la même eau. Alors comment on pouvait être bien lavé avec le pagne là, ça je m'étais rendu compte, mais je ne pouvais pas savoir la signification. La seule chose que je savais, c'est qu'il y avait une sœur qui m'en voulait, parce que je pense qu'ils étaient quand même plus ou moins au courant. Ils étaient mis au courant par cette fameuse en rare que j'étais recherché par les Juifs. Je veux dire, comme elle disait, elle présentait les choses. Il y avait une sœur, Arsène, elle était méchante, c'était vraiment une méchante sœur. Là. Elle en a souvent après moi, là, elle me baffait. Et là-bas, on jouait à Colin Maillard, comme ça, un jour. Et puis, elles m'ont poussé, là. J'ai tapé sur un mur. J'avais 3 dents, ici, qui ont cassé. Ici, c'est un bridge que j'ai maintenant. Hein. Ils n'ont rien fait. Au cours de certaines vacances, quand elle me prenait, celle qui se disait ma marraine, la mademoiselle Henrard, je me rappelle, je devais avoir 4-5 ans un jour, elle avait une maison qui était près d'Ostende, à Middelkerk, et la côte belge. Hein, elle n'est pas grande, hein, elle fait une 60aine de kilomètres. Et il y avait une ambiance bizarre. On ne devait pas parler quand on était entre nous. On était plusieurs enfants. On ne fallait pas parler. Elle baissait les stores de la maison. Moi, je me souviens quand j'étais venu avec elle à Ostende. Je pense, je devais avoir 4-5 ans. J'arrive à Ostende et je lui dis « Ma reine, d'où je viens ?» Comme ça, but en blanc, je lui dis « Ma reine, d'où je viens ?» Elle me répond « Tu sais, toi, tes parents t'ont abandonné, ta mère t'a abandonné, on t'a trouvé dans la rue. » Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un gamin quand on lui dit « Ta mère t'a abandonné, tes parents t'ont abandonné ?» Alors il y avait cette espèce de mystère, je ne savais pas d'où je venais. Et quand j'étais dans ces pensionnats, justement, il y avait des distributions de friandises pour des gens qui avaient de la famille. Il y avait un jour dans la semaine, ils distribuaient des bonbons. Ceux qui n'avaient pas la famille, elle ne me donnait jamais quoi que ce soit. Elle ne m'embrassait jamais. Il n'y avait pas... Alors qu'à un moment donné, plus tard dans la procédure, elle a dit « Oh, mais c'est comme la chair de ma chair !» En parlant de moi, oui. Au cours d'une vacance chez elle à Bruxelles. Elle me fait repeindre à la chaux les murs. Elle avait une espèce de jardin. Je m'accroche avec une des pierres du sentier. Il y avait la chaux. Je m'accroche, je prends la chaux dans les yeux. J'hurle, et je vois plus rien, je suis aveugle. Elle m'a pris, elle m'a mis au lit, pas appelé un médecin. Je voyais plus rien, je gueulais, je pleurais. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais les yeux collés. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de cils. J'ai plus de cils, moi. J'ai tiré comme ça. J'ai tiré comme ça sur mes yeux. J'ai eu la chance de pouvoir revoir. C'est pour ça que j'ai pratiquement pas de cils. Elle m'a mis au lit, même pas appelé un toubib. Elle m'aimait comme la chair de sa chair, soi-disant. Voilà. Le personnage que c'était.
Tout de suite, à la Libération, il apprend que son père, sa sœur, les neveux, une sœur qui était en Hollande, toutes déportées. De mon côté, les frères de mon père, tous déportés aussi, qu'il obtient en 1954, c'est-à-dire 9 ans après la guerre. On l'autorise à venir en Belgique, mais entre-temps, il a fait une procédure pour rétablir ma vraie identité. Mais moi, tout ça, j'ignore. Première procédure, donc réunir un conseil de famille, un vrai conseil de famille. Deuxième procédure, rétablir ma vraie identité. Il a gagné, mais tout ça, ça prend des années. Je devais avoir 12 ans quand il obtient qu'on rétablisse ma vraie identité. J'étais toujours chez les bonnes sœurs, ou chez les frères. Il obtient la première fois, donc ils ont levé l'expulsion royale qu'il avait eue pour raison politique. Il a un droit de visite en 1954 et il devait se présenter donc au domicile de Mademoiselle Henrat. Elle a fait opposition, fait référé sur référé pour annuler ça. Et moi, qu'est-ce que j'étais? Il me bourrait le crâne. Tu sais, les Juifs veulent te prendre. Ils payent un faux oncle pour t'envoyer en Palestine. Voilà comment on me présentait les choses. Moi qui étais converti malgré, je veux dire, c'était indépendant de ma volonté. C'était un gamin, on lui fait dire ce qu'on veut. Hein. Donc il obtient un droit de visite qui s'est passé, mais alors d'une façon horrible, parce qu'il m'avait bourré le crâne, parce que j'étais téléguidé, si on peut dire. Hein. On m'a dit, tu dois dire ci, tu dois dire ça. Alors quand il y avait la visite, elle, celle qui se disait ma marraine Henrat, elle restait planquée derrière un rideau. En fait, c'était une seule pièce, mais séparée avec un grand rideau en velours, là, épais. Et on entendait tout. Et elle se planquait derrière. Donc ça se passe très mal, la visite, parce que j'étais conditionné, comme on dit, la haine, mais vraiment la haine de tout ce qui était juif. C'est terrible. C'est terrible. Le temps passe, tout ça. En 1955, il obtient enfin le droit de garde. Moi, j'étais je veux dire, ils m'ont rendu malade. J'étais malade. Un gamin, quand on lui voit les choses, lui présente les choses, c'est horrible, c'est ci, c'est ça. Le jour où il y a l'exécution du jugement, mon oncle se présente avec ma tante, et il y avait même sa nièce. Eux, ils me planquent tout en haut, c'était au 3e ou 4e étage de leur maison. Ils me planquent dans le grenier, et ils me mettent une espèce d'armoire où il y avait la porte. Ils glissent une armoire, et moi j'étais comme ça, mais dans un état je sais pas, de terreur. Mais vraiment, j'emploie ce mot, parce qu'on m'avait bourré le crâne avec des choses soi-disant, etc. Et j'entends les policiers qui viennent et qui fouillent la maison, puisqu'il y avait exécution voilà. Non-présentation d'enfants, qu'est-ce qu'ils font? Rien, les flics ils se barrent. Donc ils auraient pu très bien pousser l'armoire, quand même. C'est des gens, ils sont professionnels ou ils ne sont pas professionnels. Le soir, elle me fait transporter dans une clinique psychiatrique. C'était le docteur de greffe. Et lui-même va reconnaître qu'ils m'ont inculqué une folie mystique. Comme le jugement est exécutoire, ils l'ont mis aux arrêts. Ils l'ont, comme on dit, mis en examen pour non-présentation d'enfants. Donc ils finissent par retrouver la trace où j'étais dans la clinique et ils me font transporter à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Et là, je disais, attention, non mais c'est vrai ce que je vous dis, attention, les Juifs veulent me prendre. Faut pas ne me laissez pas prendre par eux. Alors j'avais un tas de bondieuseries, de chapelets, missel, un petit canif pour soi-disant me défendre. Mais vraiment, c'était quelque chose d'horrible.
Comment on peut raisonner quelqu'un à qui qu'on a dressé des années contre tout ce qui est ses racines, en fait. Présenter les choses comme on me les a présentées, c'était quelque chose de terrible. Et pour finir, je suis parti avec eux, mais dans un climat de terreur pas possible. On arrive à Paris le soir. Eux, ils m'avaient monté le truc, ils m'ont dit si tu peux te sauver, tu te sauves. Le soir même, on arrive à Paris. Je faisais des allers-retours comme ça devant le resto où on était. Alors je faisais tac-tac, toujours un peu plus loin, toujours un peu plus loin. Et puis ma tante, elle m'a expliqué qu'après, elle avait plus ou moins pigé, elle a dit attention, l'enfant il va se sauver. Effectivement, et de plus en plus j'ai fait des trucs, et je me suis sauvé. J'ai pris une bouche de métro, n'importe laquelle, hein, et j'ai demandé comment on fait pour aller à la gare du Nord. Et j'avais pas de ticket, j'avais rien, je suis passé, je rentre. J'arrive à la gare du Nord, entre-temps, bien sûr, mon oncle et ma tante, ils ont averti la police et tout. Je débarque à la gare du Nord, 2 inspecteurs, qui m'avaient repéré tout de suite, puisqu'ils avaient les photos. J'ai passé une nuit là-bas, très gentil avec moi et tout ça. Ils ont négocié avec mon oncle le matin même et tout ça. Et après, on est reparti vers le centre de la France, où il y avait les parents de ma tante. Donc ceux-là, de ce côté-là, ils étaient eux des Juifs d'Algérie. L'épouse, elle s'est battue aux côtés de lui aussi comme une lionne, hein, pour pas lâcher l'affaire. En Algérie, bon, j'arrive, bon, il se passe quelques mois, ça allait plus ou moins, voilà, c'était difficile, quelqu'un qui n'a pas été habitué à une vie de famille. Comment on peut s'adapter comme ça du jour au lendemain, c'est pas avec un coup de baguette magique, hein. Et des gens d'église ont commencé par me contacter là-bas aussi, pour que j'écrive des choses contre la famille. Je me rendais compte de la différence quand même de vie entre une vie de famille et une vie dans des pensionnats. Et malgré ça, ben voilà, j'étais quelqu'un de, comment dire, trop malléable. Alors le déclic, ben quand il y a eu le jugement, elle m'avait fait écrire des choses. Elle obtient un droit de visite, un droit de vacances en 56. Pour dire l'affaire, comment... Elle n'avait pas lâché l'affaire, hein, ce qui disait ma marraine. Là. Elle obtient un droit de vacances. Je vais 3 semaines en vacances en Belgique. Elle va avec moi à la banque. Puis elle me dit, si tu témoignes bien pour nous et tout, tu sais, je te ferai mon héritier. Parce que dans ma tête, ça, moi, je peux pas dire honnêtement que c'est ça qui m'a motivé. Elle m'amène chez le procureur de la République, là-bas, au palais de justice de Bruxelles, à faire une déclaration téléguidée, télécommandée. Et c'est ça qui les a perdus parce qu'ils se sont rendus compte que les termes que j'employais n'étaient pas dans la bouche d'un ado de 15 ans. Et donc, en appel, moi, quand je suis rentré en Algérie, après les vacances, j'ai refait une contre-déclaration. Quand il y a eu l'appel, ils ont perdu définitivement. Et c'est là qu'on va dire que le cordon est coupé. Et voilà, j'ai commencé à fréquenter les jeunesses sionistes. J'étais à la Chomera de Saïr. Entre-temps, donc, on est rentré, nous on a quitté l'Algérie en été 57, moi j'ai été arrivé en été 55. On arrive en France, j'ai fait mon service militaire, j'ai fait mes 3 jours à Vincennes, comme ça se faisait à l'époque. J'ai été appelé comme un Français. Au bout de 6 mois, j'ai la police militaire qui signale à mon capitaine là, que je ne suis pas français, que je suis à l'armée. Alors il m'appelle, il m'explique les choses. Il me dit j'ai reçu ça de la police militaire de Paris, mais vous ne faites aucun souci. Vous allez terminer l'armée et vous aurez votre naturalisation. Et j'ai eu ma naturalisation française. Et le plus rigolo, c'est que la mairie m'appelle 2-3 mois après aussi. Pour aller faire le service militaire, mais je leur fais voir mon carnet.
de service. J'ai dit, mais j'ai fait l'armée. J'ai eu aucun problème. Éclate la guerre de 67, je me porte volontaire pour aller travailler dans les kibbutzim. Je reste à peu près 18 mois en Israël. Je travaille dans un kibbutz, 13 mois. Après ça, je végète un petit peu, quelques mois. Je ne savais pas ce que j'allais faire, est-ce que j'allais retourner en Israël, pas retourner en Israël. Moi, j'étais quelqu'un de, comment on dit, voilà, j'ai jamais, et c'est ce qui m'a un peu handicapé, parce que j'étais loin d'être un imbécile. À l'époque où j'étais à l'école, j'étais ailleurs. J'avais la tête ailleurs, j'étais paumé. J'avais plein de choses qui me passaient dans la tête et j'arrivais pas à me concentrer. Donc en fait, je suis plutôt un autodidacte qu'autre chose. Hein. En végétant un petit peu comme ça, je dis mince, qu'est-ce que je fais? Et j'ai une opportunité, je vois des annonces dans le Midi Libre, parce qu'entre-temps, ma tante reçoit une gérance sur 7. Je dis, bon, je rentre sur 7, mais bon, je ne pouvais pas rester comme ça indéfiniment. Je fais des petits boulots et des choses comme ça. Puis je vois une opportunité, une annonce de Gelmoli, Grand Passage. Ils cherchent des personnes pour la vente. Et c'est comme ça que j'atterris à Genève. On était sous-locataire d'un immeuble qui existe toujours. La moitié de cette pièce, comme ça, c'est des marchands de sommeil. Hein. C'est un truc qui se loue aujourd'hui 1000 balles avec les charges. Hein. À l'époque, je ne payais pas 1000 balles, mais maintenant, je sais que ça tourne autour de ça. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur Elias, si vous voulez, vous pouvez rester à Genève, au lieu de faire l'aller-retour avec la frontière, c'est à votre convenance. Et c'est comme ça que je suis resté à Genève jusqu'à la dissolution du groupe Gelmoli. Malheureusement, je suis resté quand même 25 ans. Ça a été de nouveau la galère pour moi, quelque temps, au chômage. J'ai quand même fondé une famille. Henri Elias et sa femme Hélène se sont mariés à Grenoble en 1981. Ils ont eu 2 filles, Myriam et Sarah, et vivent à Genève.